Auteur Pro, version 1.0 par Eric Vincent. Le jeu pour devenir auteur professionnel en 10 étapes humoristiques. Veuillez insérer une pièce pour jouer une partie. Merci. Règles du jeu. Passer les étapes sans craquer, sans se pendre, sans se tirer une balle, sans devenir paranoïaque, narcissique, etc. Qui perd gagne et vice-versa. Pour démarrer la partie, cliquez sur le bouton en enfonçant la touche CTRL et le clic de la souris. Étape numéro 1. La réflexion ou comment changer de voie à temps. Avant d'abandonner son boulot d'informaticien pépère payé 2500 € par mois, mais si ça existe, pour se lancer dans l'aventure de l'écriture professionnelle, il faut réfléchir à une autre activité où la réussite sera plus assurée. Éleveur de chèvres dans le Larzac, c'est naturellement la voie royale que les boutonneux excédés par la programmation et cette saloperie de Windows choisissent. Mais pensez également aux métiers rares, originaux, valorisants, qui écarquilleront les yeux de vos convives lors de vos soirées in. Toiletteur de mouches tsetse, mais attention à ne pas s'endormir sur le travail. Pilier de parrain mafieux, mais attention à ne pas finir coulé dans le béton d'un pilier de pont. Croque-mort, attention à l'indigestion. Personnel volant sur sous-marin, il y a bien du personnel navigant sur des avions. Bref, cherchez tout ce que vous pourrez accomplir au lieu de devenir écrivain professionnel, même informaticien. Non, tout mais pas ça. Ah bon. Rendez-vous à l'étape numéro 2. Étape numéro 2. L'écriture ou comment éviter le style acquis en primaire. Réaliser une histoire, même une simple historiette, ne consiste pas à poser un sujet, un verbe et un compliment comme nous l'apprenons tous en primaire. Il faut oser un style innovant, pour surprendre, laisser le lecteur KO debout et vous marrer. Par exemple, utilisez des formes de conjugaison désuètes dans vos récits, y compris le verbe savoir à l'imparfait du subjonctif, comme dans Encore eût-il fallu que vous le suciez. Vous êtes assuré de faire sourire alors que le verbe sucer, au même temps, aurait donné Encore eût-il fallu que vous le suçassiez. C'est un verbe absolument pas poilant. Glissez également des jeux de mots sans attirer l'attention dessus, pour jouer avec vos plus fidèles admirateurs. Écrivez des phrases de 6 ou 7 lignes pour rendre compte d'une action qui va couper le souffle, littéralement. Bref, démarquez-vous, sinon vous jouerez sous la touche. Vous en êtes toujours à Moi Tarzan toi Jane, éditeur Cheetah? Reprenez tout à zéro, sinon si vous pensez avoir plus de vocabulaire que George Bush, cliquez ici. Étape numéro 3. L'idée de génie ou comment jouer du pipeau. L'idée de génie. Vous devez avoir l'idée de génie, sinon vous ne serez jamais publié. Voilà ce qu'on peut lire à droite et à gauche dans la bouche de tous les professionnels. Ah bon? Tout ce qui est édité est totalement novateur? Même aux éditions Harlequin, quand la pauvre jeune fille rencontre un jeune beau et riche? Ah oui, il arrive que le riche soit moche et vieux. C'est vrai, je le concède. Mais ne vous en faites pas, écrivez ce qui vous plaît et dites-vous qu'il y en aura assez pour aimer. Non mais, parce que l'idée de génie, celle que personne n'a eue, elle se fait de plus en plus rare. Statistiquement, vous ne l'aurez pas. Elle est déjà prise par moi. L'absence d'idée de génie n'empêche pas des tas d'auteurs professionnels de vivre et de vendre des livres. Ou alors ça se saurait et on trouverait un livre nouvellement édité tous les 10 ans, grand maximum. Bref, si on vous dit n'écris que si tu as une idée de génie, on vous joue du pipeau. C'est parce qu'on est jaloux de votre talent. Si les éditions Harlequin veulent vous recruter, reprenez à l'étape précédente et postez votre style. Dans le cas où vous auriez du talent, appuyez sur Moi. Étape numéro 4. Les lecteurs ou comment reconnaître sa vraie valeur. Vous avez trouvé votre sujet original, franchi le pas, écrit un beau roman, une belle histoire. Fier de vous, vous l'avez soumis, après X puissance N relecture et correction, à l'avis éclairé de maman qui a fait première en français tout au long de sa scolarité, la référence quoi. Et miracle, elle a trouvé ça génial. Le torse bombé, vous photocopiez comme un dingue, vous raflez 3 tonnes d'enveloppes et de timbres dans votre société, et vous inondez les grands éditeurs sûrs de votre chef-d'œuvre. Évidemment, vous vous ramassez la tronche. Maman n'est pas une lectrice comme les autres. Maman dirait n'importe quoi pour vous éviter un suicide en direct au téléphone lorsque vous la harcelez en ces termes. Alors, c'était comment, hein? Dis-moi!
Tournez-vous vers des sites web où des inconnus disséqueront votre récit et vous le rendront en confetti. Et dites-vous bien qu'ils sont à 1 milliardième de la puissance des comités de lecture. C'est bon? Vous avez compris? Les amis, les copains, connaissances, collègues, relations, surtout sexuelles, médecins, psychiatres, jardiniers, etc. sont également à proscrire dans la liste des individus objectifs. À la rigueur, vous pouvez faire lire à votre ex-copine ou ex-copain que vous avez trompé odieusement et foutu à la porte sans un rond ni une fringue. Son avis pourrait être assez corrosif. Si il ou elle vous fait des compliments et des avances, fuyez. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il ou elle vous tend un piège. Si vous n'êtes pas un génie, reprenez à l'étape numéro 3 pour le devenir. Étape numéro 5. Les corrections ou comment acheter un écran plat et des lunettes pour éviter de s'exploser les yeux. Votre histoire tient la route. Elle plaît à des lecteurs impartiaux. Un comité de lecture amateur a pondu une critique, une vraie. Qualité, défaut, bon conseil. Vous foncez à la poste pour Stop. Vous êtes à des années-lumière du gaspillage monstrueux de papier, d'enveloppes, de timbres, de temps, de salive, etc. Avant tout, il va vous falloir vous esquinter les yeux, d'où les lunettes et le bel écran plat sans rayonnement, argumenter en disant que ce sera une avance sur vos futurs droits d'auteur. Malin, hein? Il vous faudra vous relire, tout casser, des milliards de fois, jusqu'à ce que vous soyez mort. À titre posthume, l'édition d'un livre est facilitée. Bah si, regardez les grosses bouses pondues par certains journalistes sur des hommes politiques. Elles ne sont publiées que lorsque l'homme politique et le journaliste sont morts pour éviter les frais de justice. Bref, doté d'une exceptionnelle longévité, vous avez passé 20 ans à corriger votre unique manuscrit, votre enfant chéri, et pan, l'ordinateur lâche avant la première impression. Non, je déconne, sauf si vous avez Windows. Ah, enfin, tout est prêt, vous êtes presque aveugle, les doigts rognés à force de correction. Votre roman d'amour, totalement inintéressant, est devenu la grosse bouse précédemment nommée, un immondice de réquisitoire contre la terre entière, un ramassis de coucheries en tout genre. Bref, vous êtes éditable. Si votre livre n'est pas trash, reprenez au début de l'étape précédente. Sinon, vous êtes fin prêt pour le cauchemar. À partir de cette étape, insérez votre carte bancaire dans la fente et videz votre compte. Étape numéro 6. Les éditeurs ou comment reconnaître les escrocs. Vous y êtes enfin. Vous avez expédié votre roman en format A4, imprimé uniquement sur le recto, avec une belle marge pour que le comité de lecture puisse annoter le fruit de son enthousiasme. Le tout relié avec une spirale plastique, une couverture en carton et une surcouverture en plastique pour protéger l'encre fragile. Vous avez inscrit vos coordonnées au début du roman, ajouté un post-it, mis une lettre d'accompagnement, vos téléphones y figurent, vos mails, votre fax et même les coordonnées GPS de la voisine au cas où on chercherait à vous joindre. 2 jours plus tard, vous recevez un courrier. Putain, génial les mecs! Ils se sont jetés sur votre écrit, ils n'avaient que ça à foutre. Et en plus, c'est un grand éditeur basé dans le 13e arrondissement de Paris. Curieux, le paquet est épais. Vous ouvrez, vous découvrez votre manuscrit, vous lisez la lettre, vous chialez, ils ont dit non. Mon conseil, ne chialez pas, à moins que vous ayez envie de devenir client attitré de Kleenex. Vous réfléchissez. Mais comment ont-ils pu lire les 500 pages en une journée et me le renvoyer le tout? Et surtout, comment la lettre type renvoyée peut-elle être datée du matin de la réception de votre joyau? Pas c'est facile. Cet éditeur est un escroc. Enfin, un petit, car il a eu la délicatesse de vous renvoyer votre bien. Sympa, hein? Fébrilement, vous feuilletez les pages, à la recherche d'une annotation. Peine perdue, il ne l'a pas lu. 3 semaines se sont écoulées. Rien dans la boîte aux lettres. Mais un matin, un nouveau courrier. L'éditeur était inconnu, mais cherchait à se faire connaître en faisant de la publicité à la radio. C'était un petit cherchant à devenir moyen, donc un actionnaire cherchant à se faire bouffer par l'un des deux gros et à empocher un pactole au passage. Vous ouvrez, il vous a lu, et il le prouve même en vous citant des noms de personnages. C'est encourageant. Il a aimé, et tout son comité de lecture aussi. Vous avez fait l'unanimité. Il veut vous rencontrer dans les plus brefs délais, conscient que la concurrence, les autres éditeurs, ne va pas tarder à se manifester. Ah merde alors, là c'est carrément le champagne, la veuve Cloco ou Clito, je suis pas fort en champagne, hein, j'en ai pas bu depuis ce genre de courrier. Les biscuits de Reims, un petit saumon fumé et un resto pour le conjoint, soyons fous, cette fois c'est sûr, il y aura des royalties. Rendez-vous est pris.
Vous débarquez tout penaud dans de jolis bureaux style ancien mais propre dans un quartier pas mal, le 11e arrondissement. Vous traversez la boutique où les écrits des autres auteurs sont bien alignés sur des rayonnages. C'est la boutique. Il y a plein d'auteurs, que des inconnus. Et vous êtes un inconnu. Leur couverture ne casse pas la baraque, la vôtre est franchement mieux. Forcément, vous allez leur tailler des croupières. Le patron des éditions XXX vous accueille en personne. Il ne pouvait pas confier cet honneur à un sbire quelconque. Il vous encense totalement, vous donne du monsieur ou du mademoiselle, ça marche encore mieux. Il vous explique que la maison est jeune, qu'elle a eu des articles ici et là, mais que la publicité, le nerf de la guerre, c'est coûteux, et qu'en conséquence, la maison demande une participation financière de l'auteur. Modeste. D'ailleurs, tout le monde en fait autant, c'est obligé, sauf chez les deux gros, mais ils sont si gros, et ils négligent la littérature française en ne publiant que des navets ou des traductions américaines. Vous compatissez, vous demandez le prix. Il est exorbitant, vous tombez à la renverse. Par chance, la moquette épaisse amortit le choc. Comme monsieur le directeur est bon prince, compréhensif, ah bah oui, un jeune ménage, ça débute, c'est pas bien riche. Il veut pas votre mort, par crise cardiaque dans son bureau, là encore que ça lui ferait de la publicité gratuite. Il divise le prix par deux, parce que c'est vous, hein, juré et craché, mais il le fera pas pour d'autres, et s'il vous accorde cette fleur royale, il fera pas de marge, c'est sûr. C'est parce qu'il croit que vous allez casser la baraque. Comme vous êtes en location, que vous avez une vieille caisse, que bah forcément vous n'avez pas de crédit à la banque. Super, non? Allez, c'est quoi, 5 000 € pour 1 000 exemplaires? C'est que dalle, quoi. Un petit coup de fil à la banque, une petite simulation, une signature, et ça y est, vous êtes édité. Vous avez même droit à des exemplaires gratuits. Ah bon? Parce que le reste est payant? Bah bien sûr. Vous les rachetez à 35% de leur prix de vente, vous les vendez, vous empochez la différence en droit d'auteur imposable. L'éditeur a fixé le prix de votre chef-d'œuvre à 10 € sur la tirée le chaland. Un rapide calcul. À chaque vente, vous allez vous faire 6,50 €. Le Pérou. Non, il faut en vendre jusqu'à ce que les 5 000 € soient couverts. Ah bah oui. Alors 5 000 divisé par 6,50, ça fait... où est la calculette? Je suis littéraire, je ne suis pas matheux. Ou alors je suis comateux. Comateux. Pardon. Arrondi, ça fait 770. Ah, 770 livres à vendre avant d'avoir couvert les 5 000 € donnés à l'éditeur. Vous recomptez encore et encore. Vous touchez réellement des sous quand vous avez fini de vendre la série. Et l'éditeur, il vous aide? Ah bah non, lui, il édite. Il ne commercialise pas. Comme vous avez 25 exemplaires gratuits, vous récupérez 250 € directement. 25 exemplaires gratuits pour les copains, la famille, les journalistes, etc. Vous avez intérêt à les vendre. Donc il ne vous reste que 730 livres à vendre après ça. Misère. Vous comprenez maintenant que vous vous êtes fait escroquer. Sauf si vous souhaitiez exercer la profession difficile de VRP, auquel cas vous êtes comblé au-delà de toutes les espérances. Si vous ne voulez pas être escroqué, passez votre chemin. Je vous épargne la suite? Non, vous en voulez encore? Vous êtes accro, hein? Bon, vous avez expédié 80 manuscrits. Vous recevez 50 lettres de refus sans un mot d'explication, la lettre de l'escroc, et le reste, ils n'ont même pas de timbre pour vous répondre. Votre manuscrit est jeté à la poubelle directement. Retour à la case départ. Envie de suicide? Oh bah non, attendez, on n'a pas fini de se marrer. Si vous êtes tombé sur un escroc, reprenez à l'étape précédente. Si vous êtes interdit de bancaire à cause de l'emprunt contracté pour les bouquins, repartez directement à l'étape numéro 1. Tirez une carte chance. Étape numéro 7. La distribution ou comment faire décoller la fusée. Vous avez tiré la carte Vivendi Universal ou Lagardère Hachette? Or, c'est de là, point de salut, vous ne serez pas distribué en France, ni en Navarre, ni dans l'Europe de l'Est, ni en Russie, et ni dans pas mal de pays d'Asie. Sans distribution, votre livre, c'est comme s'il n'était pas édité, quelle que soit sa qualité. C'est simple comme concept, non? Si vous n'êtes pas distribué, reprenez à l'étape précédente. Si vous êtes prêt à tout, mettez-vous à poil et passez à la suite. Tirez votre éditeur. Étape numéro 8. Le succès ou comment vous êtes un sacré vénard avec une chance de cocu
Posez donc des questions à votre conjoint. Votre livre s'est bien vendu. 10 000 exemplaires. C'est même un best-seller. 50 000 exemplaires. Alors là, soit vous avez une chance de cocu, soit vous avez couché avec l'éditeur. Quoi, le talent? Quel talent? Vous vous appelez J.K. Rowling, Stephen King? Non? Bon, faites pas chier avec votre talent, là. Si vous n'avez pas eu de succès, révisez le Kama Sutra et reprenez à l'étape précédente. Étape numéro 9. Les mondanités ou comment rentrer dans un monde dont vous ne faites pas partie. Vous tenez le bon bout. Le net, la presse, la radio, la télévision, le ministre de la Culture vous invite, vous êtes à la mode. Steven Spielberg parle de vous à Hollywood. George Lucas est prêt à assurer les effets spéciaux. Génial, quoi. On parle de Leonardo pour le premier rôle. Moins drôle, hein? À vous les mondanités, les petits fours, le truc qui se mange, hein, pas le ratage en public. Caviar, voiture de sport, bateau, voyage, hôtel de luxe, costume, glandouille, etc. À peine le temps de le dire que vous allez immédiatement à l'étape numéro 10. L'étape numéro 9 est la phase la plus courte du jeu, ne fait l'objet d'aucune partie supplémentaire et peut même être supprimée par les éditeurs les plus négriers. Étape numéro 10. Vos futurs écrits ou comment devenir esclave. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, dit le proverbe. Votre éditeur veut presser le citron tant qu'il reste du jus, c'est son boulot. Il tient du sang frais, il veut vous sucer jusqu'au bout. D'abord, il vous commande une suite. Les suites sont à la mode. Vous avez fait exploser la planète, tous les protagonistes m'ont passé la main gauche. Débrouillez-vous, c'est pas son problème, c'est le vôtre. Vous avez de l'imaginaire, non? Vous auriez préféré lui proposer un vieux roman qui vous tient à cœur, votre enfance à la Zola? Il s'en fout. Sauf si vous avez été violé, torturé, que votre père était l'ennemi public numéro 1. Peu de chance vu que le numéro 1, il n'y en a qu'un. Que votre mère dilapidé les butins de papa, le shopping vous perdra, etc. Attention, étant donné la tendance actuelle à la surenchère, vous avez intérêt à avoir une enfance désastreuse. Vous êtes un espion de la DST chargé de surveiller les éditeurs? Ouais, c'est du sujet, ça. Sauf que vous aurez un peu de mal à vous trouver un éditeur. Il arrive aussi que votre taulier ait besoin d'un thème à la mode traité dans son catalogue. Aïe. Il vous balance un mail lapidaire. Coco, t'as 2 mois pour me prendre un essai sur les pratiques sodomites du protozoaire unijambiste. Le livre éducatif, un cauchemar ultra documenté, réclamant un boulot monstre pour être lu par les chiards en culottes courtes des maternelles. Si vous avez le malheur de produire un bouquin qui tient la route, que l'éducation nationale commande par-dessus le marché, vous êtes mal. Estampillé spécialiste en tout et n'importe quoi par les éditions Fernand et Chiant ou Achier, contraint et forcé de produire des pavés pour Masson, édition de Masson, pavé, Masson, pardon, excusez-moi, vous êtes devenu un auteur professionnel. Ah bah c'est malin ça. On a le droit de rejouer, de revenir à l'étape numéro 1? Pas question, au boulot feignant. Non mais... Game over.